What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un 3e épisode de ma Paris Recording Week. Alors j'ai enregistré il y a peu de temps aujourd'hui, 2 fois même, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Sandra Gomez, a.k.a. et là je vais le dire à la Suisse, 1993 initiale. Ouais, excuse-moi. Ouais, ça claque, hein, 1993 initial. C'est encore plus stylé qu'en français. C'est plus fluide. Ouais, c'est plus fluide parce que 1993. Ouais, c'est un peu long. C'est long, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va parler de plein de choses. Je vais faire une mini intro. Après, on va démarrer. Encore une fois, merci pour ton temps. Plaisir. Alors, comme je disais, on va pas refaire tout ton parcours, mais comme expliqué quelques fois dans pas mal d'émissions, tu démarres dans la culture, on va dire, hein, le mot vraiment selon son étymologie dans le dictionnaire, avec la photographie. Après, la passion de la musique a toujours été là, donc tu as fait plusieurs formats dans ce registre-là de la musique. Et tout ça, ça t'a amené jusqu'à chef ou responsable de la rubrique culture chez Combini. Mm-hmm. C'est quelque chose d'assez récent, déjà, félicitations. Merci. C'est un grand raccourci ce que je viens de faire, mais c'est vrai que tu as pas mal parlé, donc les gens, je les invite à écouter tout ce que tu as fait auparavant. Carrément. Je pense qu'il y a tout qui est expliqué plusieurs fois. Moi, je trouve que tu as un ADN, le mot, on est d'accord ou pas, mais qui est assez underground. Ouais, carrément. Et plutôt sous les radars. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à rentrer dans le système ou plutôt d'avoir réussi à faire rentrer ta vision dans le système ? Ah, plutôt la deuxième. La deuxième, hein. Ouais, plutôt la deuxième. Mais je pense que le système est de plus en plus friand des gens comme nous. Ouais. Des gens justement qui ont une vision, on regarde ailleurs. On regarde pas tous au même endroit. C'est ça qui est enrichissant parce qu'à un moment on fait le tour, tu vois. Totalement, ouais. On fait le tour des mêmes sujets. Donc on a besoin de sang frais, de nouvelles choses. Et non, moi je suis pas rentrée dans le système. J'ai un pied dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est quand tu as des postes un peu incontournables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai des responsabilités, mais c'est surtout ma vision que j'arrive à intégrer un peu partout, quoi. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je pense que, et comme on le disait tout à l'heure, je pense que vous êtes devenus des acteurs très importants pour tous les artistes, toutes les communautés qui sont un peu moins, enfin qui sont un peu sous les radars de manière générale. Et vous êtes des super ambassadeurs d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment précis, toi, où tu t'es dit « Ok, maintenant, je suis dans une position où je peux influencer ce que j'aime culturellement ?» Parce que, tu vois, il y a plein d'exemples et on revient souvent à Théodora, mais c'est pas... Moi, je trouve que c'est l'exemple le plus criant, mais tu vois, on peut parler d'Okis, moi, je connaissais pas du tout. Ouais. Tu vois, et je suis de Genève et pourtant Lyon, tu vois, c'est à côté. Oui. Et tous les rappeurs suisses et plein d'autres artistes en fait dont tu parles. Pour le coup, je parlais de lui, il avait 3 mecs qui l'écoutaient, tu exact, vois. Ouais. Donc il y avait Saïd, moi et je sais pas, peut-être son poteau, tu vois. Mais l'exemple le plus parlant, c'est Théodora. Mais Théodora, on peut aussi considérer que c'est une anomalie, tu vois, parce que moi, il y a tellement d'artistes dont je parle au quotidien qui rencontreront jamais le succès qu'elle a rencontré et que pourtant je trouve tout aussi talentueux et qui mériterait d'avoir un large public. Après, Théodora, elle est tellement forte et elle est tellement multiple qu'à un moment donné c'est devenu inévitable et moi je pense que c'est écrit aussi pour elle mais tous les artistes dont je parle c'est parce qu'il y a un truc il provoque chez moi un truc de découverte, de curiosité. Moi c'est ça qui m'anime en fait, c'est elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça mérite que j'en parle parce que je ne suis pas non plus pour une omniprésence de ma parole absolument partout parce qu'il y a des gens qui parlent déjà de musique très bien. Il y a des médias institutionnels, il y a plein de choses qui existent déjà. Si j'ai eu envie de donner mon avis, de porter ma voix, c'est pour parler de gens qui n'étaient pas déjà exposés d'une manière. Ce quelque chose que tu as dit là, c'est quoi ? Tu arrives le déceler ou pas ? Parce que des fois, c'est juste, je sais pas, une sensibilité à un truc qu'on n'arrive pas à expliquer, tu vois ? Je sais pas, c'est une façon... déjà, c'est une authenticité. C'est hyper galvaudé comme mot, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a certains artistes, on sent qu'il n'y a pas de faux semblant derrière. Même s'il peut y avoir de la stratégie, de la réflexion, ça ne veut pas dire que c'est
complètement, tout est spontané, mais l'intention, elle est hyper pure. C'est ça le dénominateur commun des gens que j'écoute, c'est qu'il y a une intention très claire et très limpide de faire la meilleure chose possible qui sort du ventre, et peu importe la forme que ça prend, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun point de comparaison entre Théodora et Okis. C'est deux trucs totalement différents, et pourtant je suis autant passionnée par l'un que par l'autre. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup animée, qui m'a donné envie de parler, c'est que je trouve que les publics rap étaient vachement fractionnés, et les publics musicaux même, on va dire, étaient vachement fractionnés. Il y a ceux qui écoutent tel type de rap, ou tel type de rap, ou tel type de musique. Et en fait, moi, je me suis jamais retrouvée là-dedans, parce que j'ai toujours écouté des choses qui sont très, très différentes. Et pourtant, et je sais que je suis pas la seule. Je sais que vraiment, on est plein à écouter des choses. Des fois, ça peut être très girly, des fois, ça peut être très deep, des fois très engagé, des fois très festif. Et en fait, on est tous comme ça. Tu peux avoir une appétence pour un style un peu plus prononcé, mais moi, c'est pas ça qui me donne vraiment envie d'écouter quelqu'un. C'est comme je te dis, c'est le côté soit mec un peu bizarre, meuf un peu bizarre. Ça, j'aime bien. Les gens qui, justement, tu parles d'underground, c'est ça qui m'anime. Les gens qui sortent du sous-sol. Ouais. Tu vois, on n'a pas vu venir, ils proposent un truc différent. Moi, c'est ça qui me fascine chez les gens. Donc, mais peu importe l'esthétique que ça va prendre. Ouais, je trouve que tu as une manière très suisse d'écouter de la musique, parce qu'en Suisse, on a vraiment ça. On écoute de tout, en fait. On a notre sensibilité à la France, évidemment, la proximité. Mais par exemple, moi, je me suis retrouvé à un moment, j'écoutais du rap allemand. Ouais. À l'époque des Sido, des tout ça, là, j'étais là-dessus. Et puis, on a toujours été partagé entre Quinry et français, en fait. Même en Europe, je trouve qu'on a très vite écouté tout ce qui se passait en Angleterre, même aux Pays-Bas. Et je trouve qu'il y a c'est peut-être aussi cette chose qui fait que... Moi, je suis d'accord avec ça. Je me retrouve beaucoup chez les Suisses par rapport à ça. C'est le petit pas de côté. Exact, et le petit grain de folie aussi, tu vois. Ouais. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai l'impression que c'est presque un truc... qui se cultive. Moi, je le cultive. Quand j'ai l'impression de devenir trop mainstream, je me dis non, là, il y a un truc... Il faut que je retourne en bas, là. Ouais, il y a un truc où je me perds, tu vois, ça m'excite plus trop. J'ai besoin de retrouver ce petit truc-là. Et j'ai l'impression que chez les Suisses, il y a aussi cette envie d'être différent. Et ça, vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment envie de cultiver. Est-ce que tu as toujours ce truc où tu avais ce truc du... il faut que j'écoute un artiste que personne ne connaît? Alors, ça m'arrive très souvent, mais c'est même pas une quête. Je te jure, c'est pas une quête, c'est pas une recherche du tout de... Mais limite, moi, je suis dans le truc inverse. C'est que des fois, je rate des trucs qui sont hyper mainstream et qui sont trop bien. Et je me dis, purée, mais pourquoi j'écoute pas ça? J'étais où? Tu vois, j'étais où pendant ce temps-là? Mais c'est pas une recherche vraiment. Parce que moi, je suis vraiment contre toute forme de posture et d'élitisme. Ça, c'est aussi un truc qui m'habite énormément. C'est que je veux vraiment que quand les gens parlent de musique avec moi ou m'entendent parler de musique, ils se sentent toujours à l'aise par rapport à leur bagage culturel. On s'en fout de tout ça. On s'en fout de ce que tu as écouté avant. Bien sûr, c'est super enrichissant si tu as plein de trucs à apprendre aux autres et que tu as une culture hyper large. Mais la musique, c'est des émotions. C'est-à-dire que tu dois me parler de ce que tu ressens quand tu écoutes le truc, de ce que ça provoque en toi. Et si tu sais pas me parler de ça, je m'en fous de tous les albums que tu as écoutés, que tu connais tous les rappeurs, tous les mecs qui ont tenu un micro depuis les années 90. Voilà, je pense que l'un et l'autre doivent se compléter, mais il faut jamais oublier les émotions. En tout cas, moi, c'est mon parti pris personnel. On le ressent, hein, de toute façon, même dans l'intensité de ce que tu dis là. Ça me tient à cœur, évidemment. Alors, on t'a vu auparavant sur d'autres... Sur Twitch, par exemple, tu faisais tes lives, sur d'autres formats, même podcast. On t'a vu chez Apple. Aujourd'hui, on est chez Konbini. Comment on fait pour venir parler d'underground et de choses qui sont un peu sous le radar quand on est dans des institutions où la data, elle est très importante? Franchement, j'ai eu de la chance. Alors, j'ai beaucoup travaillé, mais je me suis lancée solo en faisant mon petit podcast et tout. Mais c'était un timing qui était aussi favorable parce qu'on va dire 2018-2019, il y avait tout un renouveau au niveau du rap. Et il n'y avait pas énormément de médias, tout genre confondus, podcasts, émissions, YouTube, etc., qui parlaient de plein d'artistes qui étaient en train de faire des trucs trop cool.
Et du coup, je suis arrivée à ce bon moment-là. Donc, on a créé des podcasts et j'ai commencé à prendre la parole sous diverses formes parce que c'était aussi parfois juste des tweets, des partages sur les réseaux sociaux et tout. Mais tu sentais qu'il y avait un engouement et qu'il y avait un public qui était super réceptif à ça, tu vois. Donc, je dirais que c'était le moment pour le faire. Et après, j'ai eu la chance aussi d'avoir, mais je pense que c'est la confiance des gens qui m'ont suivi. Ils m'ont suivi à travers tous les endroits où je suis allée, tu vois. Ça commence par des tweets cryptiques que personne comprend. Quand on parlait du 667 et que personne captait encore toutes les rêves de ce truc-là, que c'était du sombre rap vraiment de sous-sol. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Nous, notre parole, elle a pris de la crédibilité aussi tu vois, parce qu'ils se sont dit, ah ok, t'en parlais il y a déjà 3-4 ans, je vais peut-être suivre ce que tu dis, tu as peut-être un flair qui est intéressant. Et donc, c'est là où, à la fois, moi, ma communauté, elle a grandi, elle m'a suivi de plus en plus. Et il y a aussi des personnes influentes et qui avaient du crédit et qui étaient plus installées, qui m'ont fait confiance, notamment Mehdi, qui m'a proposé de faire un premier podcast avec lui, puis un second chez Apple. Et là, après, les choses se font. Tu vois, t'aimes le rap, tu vas suivre les gens qui sont pertinents et qui ont du flair. Parce que c'est ça, moi, qui a fait que les gens ont eu envie de m'écouter, même si on n'avait pas forcément les mêmes goûts. C'est que tu sais que je suis dans une recherche du son de demain, du truc qui va marcher demain ou qui est intéressant en ce moment même, avant que ça explose. Donc, je pense qu'il y avait une curiosité dans ce que je proposais, quoi. Et c'est ça aussi qui a créé, qui a cultivé ta confiance. Parce que je pense que, tu vois, on peut parler des heures sur le syndrome de l'imposteur, mais tu vois, là, tu vois, c'est des posts très influents d'une certaine manière et très importants, très regardés, etc. Moi, je te dirais que si on commence à rentrer dans qui est légitime ou pas, on peut questionner la place de tout le monde, mais on n'avance pas. Et en fait, moi... ma légitimité, elle a été constamment remise en question à partir du moment où déjà tu es simplement un genre sous-représenté dans une culture. Forcément, on va te remettre en question. Mais c'est des choses qu'il faut vite balayer, sinon tu fais rien. Et moi, en fait, je suis assez juste honnête envers moi-même. Si demain je lance un podcast sur le foot et que je commence à avoir un post sur TF1 et que je commente la Coupe du Monde, là, je vais peut-être me dire peut-être là j'ai mis une douille et je devrais pas être ici. Il y a des gens qui sont plus talentueux que moi. Mais moi, le rap, j'en écoute depuis que j'ai vraiment 9-10 ans. J'ai grandi avec ça. Ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. S'il n'y avait pas les micros, les caméras, ma vie serait pareille. Je parlerais de rap tous les jours. Donc en fait, ma légitimité... je me suis checkée et je me suis dit je suis totalement légitime et en vrai je me suis même pas vraiment posé la question. Je pense que c'est un état d'esprit, une honnêteté vis-à-vis de moi-même que j'ai. Je vais pas m'aventurer dans des terrains qui sont où je me sens moi-même pas légitime. C'est pour ça que moi j'ai toujours été en confiance. Je suis sûre d'être passionnée par cette musique et pour moi c'est une raison valable. Et comme je te disais, je suis aussi contre les formes d'élitisme parce que je trouve que dans le parcours de vie de chacun, les institutions elles vont nous mettre dans tous les cas face à nos différences, face à nos... le manque de moyens, le manque de facilité, le manque de privilèges qu'on peut avoir. C'est pas quand on parle de culture qu'on doit être dans cette position-là, de se rajouter encore des barrières, se rajouter une hiérarchie, une certaine forme d'étape à franchir pour mériter. En fait, aujourd'hui, tu achètes un micro, tu parles dedans. Si les gens veulent t'écouter, ils t'écoutent. Je te dis pas que tout le monde doit ou a vocation à faire des podcasts, mais si au bout d'un moment, c'est qualitatif pour suffisamment de personnes et que tu es accepté par tes pairs et que les gens te proposent de justement te tendre un micro pour parler, pour moi, c'est que ta voix, elle compte. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne analogie du truc. D'autant plus dans le rap, je te dirais. Ouais, c'est vrai. C'est ça aussi. D'autant plus dans le rap. C'est toujours compliqué, je trouve, de demander et d'installer des personnes à des certains rangs pour étudier une musique qui est hyper populaire et qui retranscrit vraiment la vie de tout à chacun. J'ai toujours trouvé ça curieux et moi j'ai toujours eu suffisamment d'orgueil pour me dire mais c'est pas, je vais pas attendre d'avoir
un diplôme. Il n'y en a pas de toute façon. Non, mais le diplôme du rap, le diplôme de... Enfin, non. Si tu es en face de personnes et que tu es suffisamment solide sur tes appuis pour échanger avec des gens tout aussi passionnés que toi, qui ont parfois 15 ans de plus que toi, qui ont des expériences hyper différentes de la tienne, bah, ça suffit. Et je te dirais aussi que ça permet d'avoir un univers médiatique plus représenté. Et voilà, je suis une meuf, j'ai l'âge que j'ai grandi là où j'ai grandi. En fait, tout ce qui me compose font que c'est une raison de plus d'occuper un espace médiatique où peut-être il n'y avait pas beaucoup de personnes qui représentaient. Voilà. Ça met une pression ou pas du tout? Genre te dire je représente ça là? Non. Franchement, en vrai, je représente rien du tout. En fait, les gens, si ça leur parle particulièrement parce que je suis une voix qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'entendre, je trouve que c'est très positif. Mais moi, je représente que moi-même. Et je représente, à la limite, ce que je te disais tout à l'heure, plus les gens passionnés, très curieux et très ouverts d'esprit sur les appétences musicales. Elles sont hyper riches et variées. Ça, c'est eux que je représente. Selon toi, aujourd'hui, est-ce que les médias ou même le public découvrent encore des artistes ou ils attendent que TikTok fasse des trends? C'est drôle. Moi, je découvre toujours des gens. Donc, mais après, c'est un taf. Faut le faire. Tu fais quoi? J'ai un temps d'écran inquiétant. Je passe énormément de temps sur mon téléphone. Les gens qui vivent à mes côtés peuvent en témoigner et parfois en souffrir. Tu voulais t'excuser du coup? Je m'excuse un peu, c'est vraiment mon métier. Non, en fait, je suis passionnée par... En fait, Internet, c'est une partie intégrante. C'est même fondatrice de ma vie. Le jour où j'ai eu Internet, ça a changé littéralement ma trajectoire de vie. T'as pu écouter de la musique, en fait? J'ai pu écouter de la musique. Et puis, enfin, en découvrir. Parce qu'écouter, on pouvait déjà avant. On pouvait écouter, mais découvrir. Et même avoir... Voilà, comme tu dis, c'est le moment où tu as un pouvoir. Exact. Tu as un pouvoir et tu ne subis plus la culture qu'on te montre à la télé, etc. Tu as un pouvoir. Et donc, ça a changé ma vie. Mais aujourd'hui, comment je le découvre? De la même manière qu'avant. C'est-à-dire que je me balade sur Internet. Je me balade sur Internet et je perds du temps. En fait, je gère sur Internet. Je passe de site en site, de tweet en tweet. Je vois des gens bizarres parler d'un truc. Je me dis, oh là là, il a l'air chelou ce type. Je vais aller regarder sur quoi il a tweeté. Il a partagé ce lien sombre. Ok, ça a l'air intéressant. Et c'est comme ça que se font les choses. C'est vraiment la curiosité. Mais j'avoue que faut vraiment être proactif à ce niveau-là. Donc proactif sur différentes plateformes, différents combats, quoi. Ouais. YouTube, TikTok, Insta, les gens qui te parlent aussi, tu vois. Mais c'est que c'est fou parce que moi, j'arrivais pas à nommer un peu comment je découvre de la musique. C'est vraiment comme ça, il n'y a pas de sens. Des fois, je clique sur un tweet qui va m'amener sur un autre tweet. D'un coup, je vois un lien, je vais sur le lien et je tombe sur autre chose sur ce lien. Et là, je découvre. Mais c'est ça qui est merveilleux dans Internet. Et c'est des choses qui ont tendance à se perdre, justement, parce qu'aujourd'hui, on a une consommation d'Internet qui est très différente à la base. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des réseaux sociaux qui sont vachement conditionnés à... Tu as un parcours, en fait. Exact. Tu as vraiment un parcours et ça laisse plus vraiment la place à la découverte vraiment hasardeuse. Mais c'est toujours possible. Franchement, c'est toujours possible, mais il faut avoir ce petit truc d'aller fouiller, justement, le truc caché, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça disparaît. Après, même maintenant, les festivals reviennent un peu à ça, avec des scènes découvertes, etc. C'est vrai. Mais c'est un job, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut avoir envie de le faire. Parce que là, on en parle et c'est cool pour moi et tout roule. J'ai du taf. Hein. Mais faut assumer aussi ce côté toi, c'était la meuf qui parle des rappeurs à 30 abonnés. C'est pas ça qui te ramène des vues, c'est pas ça qui te ramène parce que voilà, quand tu vas faire une vidéo sur je sais pas, Okis au début, tu fais pas ça pour que ça perce. Hein. Et ça aussi, c'est une dimension qui change beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu aussi l'optique d'en faire mon métier, ce que je fais aujourd'hui. C'est pas comme ça que tu as démarré, en tout cas. Non, c'est arrivé par la force des choses, et parce que j'ai compris que ça pouvait être un métier. Mais à la base, c'était pas ça. Donc, c'est aussi ce pourquoi les gens ne sont pas trop sur ces branches-là, sur ces terrains de niche. C'est parce que
ça ramène pas énormément de monde. Ouais. Après, je peux comprendre aussi, il y a des gens qui sont dans une optique de développement, ils se disent je vais plutôt parler du dernier album de La Mano parce qu'il y a plus d'intérêt autour de cette personne. Donc c'est aussi des choix qui sont faits de manière stratégique. T'as démarré avec la photo, ça te manque ou t'en fais encore ou tu... Ouais, j'ai repris là un petit peu. J'ai toujours des appareils sur moi. Aujourd'hui, je suis dans une approche beaucoup plus différente. C'est que du plaisir. Du coup, je m'amuse avec des appareils un peu différents, des vieilles choses, des choses qui sont faciles à transporter. C'est marrant parce que ton job est devenu ta passion et ta passion est devenue ton job. C'est un peu ça. T'as échangé les rôles. Franchement, c'est un peu ça, mais c'est jamais loin parce que j'aime m'exprimer aussi de cette manière à la photo. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'était vraiment uniquement mon job. Là, maintenant, je reprends du plaisir à juste avoir un appareil, prendre des gens cool que je croise en photo et tout. Mais ça fait toujours partie de ma vie, c'est clair. Je me suis toujours dit même que le jour où je prends plus de plaisir à faire ce que je fais actuellement, je me forcerai jamais à le faire et je retournerai faire des photos. C'est une bonne porte de sortie. Mais c'est même, c'est une façon aussi de rester dans un truc sain, tu vois. Ouais. Jamais se forcer à parler. Tu vois, là, ce que je fais, parler de musique, si demain ça me fait chier de le faire, j'arrêterai. Ouais. Et je préfère arrêter plutôt que de me forcer parce que je me dis ça y est, maintenant c'est mon job, tu vois. Jamais je gâcherai un truc qui m'a vraiment passionné à un moment, tu vois. Mais c'est beau d'avoir ces différentes palettes et de continuer à les utiliser, mais en tout cas courage pour la reprise de la photographie. Et... J'espère pas, hein. J'espère que... Non, bien sûr, mais je dis en termes en hobby. Hobby. Ouais. Carrément. Ah ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui, on va commencer par ce que tu as pris comme premier poste, chef de la rubrique musique. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, Combini, c'est un média où sont représentés tous les pans de la pop culture. Donc, il y a le cinéma, la mode, le sport et la musique, grossièrement, on va dire, la culture internet, etc. Mais la musique, c'est une grosse partie. Donc, mon job, c'était d'être au lead de la rubrique musique. Donc, tous les artistes musicaux, tous les sujets qui traitaient de la musique, c'était moi qui les pilotais avec des journalistes qui travaillaient dans mon équipe. Ouais. Et donc, on décidait de quel format on allait faire, de créer des nouveaux formats aussi, de choisir les invités qu'on allait recevoir, etc. Donc, c'est vraiment piloter toute une rubrique dans un gros média. Et du coup, vous avez créé des nouveaux formats? On a créé des nouveaux formats, on a fait plein de choses. Franchement, on est constamment en train de créer. C'est ça aussi qui est intéressant dans des médias digitaux comme chez Combini, c'est qu'on est constamment amené à avoir des nouvelles idées, à les mettre en pratique assez rapidement, à les tester et à voir un peu comment ça prend, comment les gens réceptionnent le truc. Et on est assez libre aussi pour avoir cette carte blanche pour le faire. Donc ouais, on a créé des nouveaux formats. Et moi, mon envie, c'était... c'était la question d'après. Ouais. Combini, c'est toujours un média que j'ai consommé et que je voyais comme étant un mastodonte du mainstream cool, tu vois. C'était mainstream, mais c'était pas mainstream chiant, c'était mainstream avec le pas de côté décalé. Et donc, je me suis toujours identifiée un peu à ce média-là, mais tout en me disant, moi, les trucs que je kiffe, c'est encore trop petit pour plaire à ce genre de média-là. Et finalement, on s'est rejoints et quand ils sont venus me voir, j'ai vu qu'on avait le même état d'esprit sur énormément de choses. Justement, tu vois, moi, je te disais que je cherchais toujours à être différente, à chercher un peu les gens étranges, les gens qui faisaient les choses différemment. C'est vraiment la culture de Combini. Donc là-dessus, on s'est complètement rejoints et ça a matché tout de suite, tu vois. Donc finalement, je trouve qu'on a un ADN en commun entre le média et moi, tu vois. Et quand tu démarres là-bas, c'est quoi que tu as en tête? Enfin, est-ce que tu te dis, non, mais j'aimerais vraiment apporter ça, cet aspect-là? Je te dirais que j'avais la préoccupation de ramener quand même la musique au centre et de pas seulement inviter des artistes pour la notoriété qu'ils ont ou pour faire des trucs rigolos, mais aussi apporter
leur spécificité, leur particularité, montrer ce qui les rend différents, montrer ce qui les rend aussi populaires, tu vois, et pas simplement surfer sur justement une notoriété. Donc, ramener un peu de crédit à leur musique, ramener une espèce d'expertise aussi qui était intéressante, tout en gardant un ton accessible à tous. Et pour moi, c'était ça mon challenge, c'était apporter de l'expertise, mais tout en la rendant super accessible et super populaire, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a... J'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que le format, c'est dans le club ? Pas dans le club. Music Club. Ouais. On est chez un disquaire. Ouais, exact. L'interview préférée de Maïro, je tiens à le dire. Parle de lui-même. C'est vrai ? Ouais. Il te l'a dit ? Il l'a dit en story. Il le dit, je crois qu'il l'a dit plusieurs fois et je me suis dit, ok. Ouais, je lui poserai la question. mais moi, je trouve que... Et tout au début de l'épisode, tu as dit, toi, ce qui te fait... Enfin, quelque chose que tu recherches chez les artistes, c'est l'authenticité. Et je trouve que le Music Club, en fait, l'artiste, il peut pas être plus authentique que ça. Parce qu'il parle de ce qu'il écoutait quand il était gamin. Il me semble qu'il y en a un avec Thomas Njijol aussi. Ouais, carrément. Ils parlent de ce qu'ils écoutaient quand ils étaient gamins. Ils parlent de leur pas de côté, tu vois. Maïro, il parle de, tu vois, du disque de Noël, tu vois. Donc, on a tous des trucs comme ça qu'on écoutait en scred ou, tu vois. C'est ça qu'on va chercher, ouais. Exact. Et je trouve que tu as réussi à apporter ce... Moi, je consommais pas... je suis pas là pour faire un scan de Combini du tout, mais je consommais un petit peu, mais sans plus, tu vois. Et je trouve que ces formats-là, ils m'ont donné envie de découvrir la personne ou de découvrir l'artiste ou découvrir et en parlant de musique et de vinyle, du coup ça, tu viens intéresser un mec vieux comme moi, tu vois, donc ça rend le truc très authentique, quoi. C'est ça qu'on voulait, c'est pas faire les mêmes interviews que partout ailleurs ils vont faire. Exact. Et faire appel aux souvenirs, à la passion des gens, etc. Tu vois, aller creuser un peu des... Nous, vraiment, notre ADN, c'est de faire le truc un peu décalé. Et justement, on parlait de musique, un artiste qui sort un album, on va pas lui parler de son album, on va lui parler des albums qu'il a écoutés quand il était petit, tu vois. Et ça, c'est en général tous les artistes qui passent chez nous, ils apprécient le moment aussi, parce qu'ils font des trucs un peu différents. Et ça fait partie, ce format-là, il fait partie de ceux qui sont appréciés autant par le public que par les artistes qui viennent le faire. J'ai pas tous les formats en tête, mais je trouve, tu vois, comme tu l'as répété plusieurs fois, ces gens différents, ces gens étranges, et en fait, dans vos formats, ils peuvent s'exprimer. On les comprend, en fait. Carrément. Moi, en fait, si tu as une audience, s'il y a des gens à qui tu parles, tu as ta place ici, en fait. Peu importe la musique que tu fais, si ça parle à des gens, tu es le bienvenu. Et si, en plus de ça, ta proposition, elle est différente, je veux absolument que tu viennes, tu vois, parce que pourquoi ça parle aux gens alors que tu fais un truc nouveau ? Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre ça. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'analyser aussi l'époque dans laquelle on vit, c'est de voir quels sont les artistes que les gens écoutent aujourd'hui et pourquoi ils les écoutent. Donc, ils sont tous les bienvenus chez nous, tu vois. Et nous, il n'y a pas de regard... Il n'y a pas de regard sur la qualité intrinsèque de la musique, ou en tout cas pas de jugement, tu vois. Si on estime que tu fais les choses avec authenticité, sincérité, et qu'en plus tu plais à des gens, peu importe le style que tu as, t'as ta place chez nous, quoi. Donc là, tu viens de nous parler de l'aspect musique, et là, depuis quelques mois, tu es la responsable, la chef de la rubrique culture. Ouais. Donc, dans ta réponse pour la musique, tu as dit qu'il y avait combiné avec les pôles cinéma, mode, etc. Est-ce que culture, ça veut dire que tu reprends tout ça ? Exactement. Ouais, tout simplement. Big boss. Ça y est, j'ai mis un pied dedans, comme tu disais tout à l'heure. Maintenant, je m'installe. La porte, elle a été entrouverte. Non, mais l'idée, c'est que, comme je te disais, il y a une histoire d'ADN qui matche bien entre Combini et moi. Et la manière dont j'ai traité la musique jusque-là se prête totalement au cinéma, à la mode, etc. Et ce sont des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent tout autant. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu forcément l'occasion de m'y intéresser, mais ce qui est le plus important, c'est de collaborer avec des journalistes qui sont hyper passionnés, qui s'y connaissent dans ces domaines-là, et après d'appliquer
la même méthode, c'est-à-dire la curiosité, le bon sourcing, aller chercher les bonnes personnes à ramener chez nous, le pas de côté, l'angle différent, le ton aussi des questions, etc. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, un peu plus simple même d'instaurer une homogénéité dans tout le pôle culture quand tu as la même personne qui dirige ça. Mais après, on bosse toujours en collaboration. Il y a beaucoup de créatifs chez Conbini. Il y a beaucoup de postes qui sont hyper importants. On va dire que je drive vraiment les équipes, le jour par jour, la création de formats. Je suis avec d'autres personnes là-dessus. Mais vraiment, on est quand même tous à des pôles super utiles sur différentes tâches, tu vois. On a parlé du syndrome de l'imposteur. Je vais peut-être un peu revenir là-dessus, mais tu disais dans la réponse sur le syndrome de l'imposteur que voilà, au final, ton karaté, tu le connais, donc la musique, voilà, c'est ta passion. Là, on parle de mode, on parle de cinéma, qui sont peut-être aussi des passions, bien sûr, mais c'est beaucoup plus large. Ouais. Si je fais un peu l'avocat du diable, du coup, là, tu vois, on va vraiment sur certains aspects que tu connais probablement moins que la musique. Mais même dans mon rôle, tu sais, de chef de rubrique, au final, j'avais certains formats que j'incarnais moi, mais je faisais très peu d'interviews. Et mon rôle aujourd'hui, c'est pas d'être en direct avec les personnalités, c'est d'être à l'écriture, à la vision, à la direction de tout ça. Mais mon rôle, il est plus sur justement la connaissance de ce que les gens ont envie de voir chez Conbini et ce qu'ils ont envie d'entendre des artistes qu'on ramène, peu importe la discipline, et aussi justement quelle personnalité on va ramener à cette audience-là, tu vois. C'est un peu comme ils aiment bien dire, faire de la DA. Ah ouais, le mot interdit. C'est même pas ça en vrai, c'est plutôt... aller dans une direction, tu vois. On va tous dans la même direction. Dans le monde professionnel, on parlerait de stratégie. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, une façon de voir la culture. Et notre façon de voir la culture, c'est la culture, parler de la culture populaire. Ce que les gens apprécient, ce que les gens consomment, ce qui fait parler les gens, ce qui les intéresse à sa place chez Conbini. Et ça, peu importe... si c'est en musique, en cinéma, en mode, en sport ou autre. Et pour moi, c'est la même recette qu'on peut appliquer à toutes les disciplines. Le dénominateur commun, c'est vraiment la culture qui touche les gens, qui est intéressante, qui est un peu différente de ce qui se fait dans les sentiers battus actuels, quoi. Ouais. C'est quoi un bon média culture ? Je pense qu'il y en a pour tous les goûts déjà. Il n'y a pas à avoir une espèce d'hégémonie d'un seul média. Formule magique, et puis même, on n'est pas dans un pays... c'est pas une dictature. Il n'y a pas un seul média qu'on doit consommer et qui dit voici le bon goût, voici la bonne culture à consommer. L'idée, chez nous, en tout cas, c'est que tout le monde puisse se sentir représenté. Et c'est d'apporter aussi une touche un peu fun, décalé, un regard différent, parce que c'est pas toujours fun, mais au moins un regard différent, peu importe le ton qu'on emploie. Et donc ça, nous, c'est notre parti pris, c'est notre angle. Il y a d'autres médias qui font des choses plus esthétiques, il y a d'autres médias qui sont plus restreints sur ce qu'ils vont couvrir dans la culture. Nous, on est assez large, mais on fait quand même la culture populaire, ça comprend beaucoup de choses, mais pas tout non plus. Et voilà, c'est sur le ton qu'on va employer qui va être différent. Mais un bon média, nous, on essaye d'être un média qui parle au plus de monde possible. Forcément, on essaye... C'est assez limite. On essaye de plaire au plus de monde possible, tout en ayant une identité. C'est ça qui est la force de notre média. Tu vois, c'est... d'être reconnaissable. Quand on voit un truc de Conbini, on reconnaît soit par le ton, soit par la DA, soit par l'image, soit par la personne qui vient chez nous. Il y a plein d'éléments qui font qu'on nous reconnaît, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. C'est la première fois que tu as... Parce qu'avant, j'ai parlé de plein de formats que tu as fait. Un job CDI stable où tu peux te projeter à long terme dans la culture, je dis pardon. Dans la culture, tout à fait, bien sûr, parce que c'est pas évident non plus. Enfin, c'est pas un secteur d'activité. Bien sûr, c'est très compliqué. C'est compliqué d'avoir un poste stable dans ce milieu-là, mais oui, c'est ma première expérience un peu plus stable. Après,
pour le coup, jusqu'à présent, moi, avant ça, j'avais ma société, je travaillais en free et on va dire que la stabilité, tu peux te la créer aussi en charbonnant, tu vois. Si tu travailles énormément, tu as une certaine forme de stabilité. Donc, c'est pas non plus une vie de bohème que tu vis si tu n'as pas un CDI, tu vois. Tu peux totalement avoir une vie stable tout en travaillant en free. Mais c'est une autre expérience. C'est-à-dire que c'est des projets plus court terme quand tu travailles en free. Exact. Moi, là, tu peux faire du long terme. Ce que je voulais, c'était 2 choses super importantes qui m'ont fait venir. C'est le long terme. C'est se créer quelque chose qui rentre un peu dans l'histoire, dans la culture de manière un peu plus ancrée, on va dire. Et travailler avec des gens. Parce que c'est ça aussi qui change quand tu bosses en free. C'est souvent, tu vas t'intégrer soit à des équipes de manière très ponctuelle, soit tu vas bosser seul pour un projet, mais tu bosses pas avec une équipe. Là, moi, aujourd'hui, mon travail, il n'est que avec des gens, en fait. Et je trouve, hyper enrichissant. Donc, c'est ces 2 points-là qui ont fait que je suis venue. Mais la stabilité, je trouve que c'est à double tranchant, tu vois. Parce que c'est une quête pour beaucoup. Et je peux le comprendre, moi c'était ma première quête quand je suis rentrée dans le monde du travail, mais pour moi c'est pas une fin en soi. Que l'idée n'est pas absolument de décrocher un CDI, parce qu'on peut aussi s'ennuyer dans son travail. Et dans le free, tu peux totalement acquérir une certaine forme de stabilité, mais ça dépend vraiment de ce que tu cherches et de ton tempérament aussi, parce qu'il y a aussi une très grande rigueur qui va avec le fait de travailler en free, que parfois tu n'as pas quand tu es... quand tu as uniquement travaillé dans des boîtes, parce que tu es vraiment drivé par un circuit tout fait. Tu as des horaires, tu as un patron, si tu es en retard, quelqu'un qui te dit tu es en retard. Quand tu es en free, il n'y a pas tout ça, donc tu es obligé d'être totalement exigeant, quoi. Bah après, ce qui est cool là, c'est que en termes de développement d'idées, etc., tu es dans une position où tu peux prendre le temps, on s'entend, mais au moins développer des choses sur du long terme. Et ça, je pense que... Et surtout, il y a des gens qui sont experts dans des domaines que moi je maîtrise pas. C'est-à-dire que la DA, justement, comment faire pour qu'un truc soit beau, joli, que les gens aient envie de rester visuellement, c'est pas mon métier, tu vois. Donc, et là, j'ai des experts qui sont là pour ça. Je leur pitch une idée, ils me disent ok, on va faire ça. Créer des concepts, créer des jeux, avoir une stratégie de diffusion, développer une communauté. Ça, c'est des choses où chaque poste est hyper utile. Moi, mon expertise, elle va être sur qu'est-ce que les gens ont envie de voir, quelles sont les personnalités qu'il faut avoir chez nous aujourd'hui, sur quoi il faut miser, sur quel type de profil il faut miser, sur quel ton, de quoi il faut parler. Ça, c'est mon métier, c'est mon expertise. Mais ça suffit pas à faire une émission qui marche, ça suffit pas à faire un média. Et c'est ça qui est trop bien aussi de travailler dans un média comme celui-là, c'est qu'il y a des talents qui t'apportent énormément et qui font des choses que toi, tu pourrais pas faire. En effet, aussi, c'est la force du travail d'équipe. Exactement. Et la force des entreprises, évidemment. Il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. La musique, tu arrives à consommer hors travail, dans le sens où t'es pas en mode travail, t'écoutes juste de la musique? Bien sûr, tout le temps. Ma vie sans musique, ça n'existe pas. J'ai jamais pas écouté de musique. Mais quand on écoute, excuse-moi de te couper, quand tu t'en écoutes, t'as quand même toujours ça peut être bien pour le boulot ou que ça. Bien sûr, mais parce que c'est comme ça que c'est devenu mon travail. C'est parce que j'aimais tellement un truc que j'avais tellement envie d'en parler que j'ai fini par en parler. Après, j'ai créé un podcast pour en parler. Et après, j'ai fait des articles pour en parler, etc. Donc, c'est un peu naturel. Mais j'arrive à être 100% en détente en écoutant de la musique. Mais du coup, c'est assez restreint. J'écoute pas... juste pour le plaisir, j'écoute pas énormément de trucs. Il y a des artistes que j'aime bien. C'est mon confort. Je reviens souvent sur les mêmes. Et on va dire la soif de découvrir des nouvelles choses. Aujourd'hui, je l'ai plus au niveau du travail parce que j'ai cette curiosité qui me nourrit et je trouve ça, c'est vraiment très stimulant de se dire ah là, je vais faire découvrir à des gens un mec que personne connaît encore. C'est stimulant, mais moi, pour mon plaisir personnel, comme je te disais, c'est pas une quête personnelle, tu vois, ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai plein vu le rythme aussi de sortie, j'ai plein de trucs à écouter. Là, récemment, j'ai écouté AC9. C'est sorti, je pense, il y a 3 semaines, peut-être 1 mois. Je n'avais pas encore écouté. Il n'y a que 3 titres. Et là, j'écoute que ça depuis quelques jours, tu vois.
Et mon plaisir, il est là. J'ai pas besoin d'écouter énormément de trucs. Quand l'album de Jeune Morty il est sorti, j'ai écouté que ça pendant 1 mois. Et tu vois, je suis pas dans une soif non plus de il faut que j'écoute plein de trucs aujourd'hui. Non, pas trop. C'est tranquille par rapport à ça. Ouais. Dans le cadre de Konbini, tu as aussi le format Processus, qui est un podcast. Ouais. Podcast et émission. Émission, ouais. Donc c'est un format assez long. Je trouve les invités, j'allais dire surprenant, mais c'est pas le bon mot, mais très varié. Ouais. Ça va de Adèle Castillon à Niro. Je trouve c'est deux mondes vraiment. En passant par Zao de Sagazan et Baby Solo 33. Exactement. D'ailleurs, j'ai trouvé très fort. Par exemple, en ce moment, ce que This Is y fait, ça me parle pas trop. Mais l'épisode. T'as kiffé ? Tu m'as eu. Je me suis fait piéger parce que c'est un épisode où vous décryptez 4 sons et puis évidemment vous passez un bon 15-20 minutes sur chaque son et il y a le beatmaker ou il y a quelqu'un qui vient en parler. C'est quoi le but avec ce format ? C'est de faire d'avoir des discussions qui vont créer ou informer les gens sur des choses différentes. Dans quel sens vous essayez ? En fait, c'est vraiment créer des moments satisfaisants. Ouais, de ouf. D'ici, je te jure, la partie sur... En fait, je suis désolé, mais la partie sur Je pète les plombs, elle est trop importante pour moi parce que si Je pète les plombs, c'est le premier single que j'achète de ma vie. Incroyable. Et je me fais engueuler par ma mère parce qu'évidemment, ça va pas du tout. Ce qu'il dit là-dedans, ça va pas du tout. Et quand il a parlé de ça, je me suis dit, purée, mais je savais rien de ce son. J'avais jamais fait de recherche. Et là, il vient et il explique tout. Et je dis, ah non. Non, c'était... Ouais, bref. Mais c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que en fait, ces formats-là, on les fait pour provoquer un truc, tu vois, de physique. Si t'aimes la musique, t'es passionné, forcément, ça va faire écho en toi, tu vois, de voir comment les choses se créent, même si tu connais pas les morceaux dont on parle. Il y a un truc hyper ludique aussi de voir, d'abord, il y a eu cette note de piano, après, il y a eu cette idée, après, il y a eu cette guitare. Et en fait, ça, c'est un peu démystifier la création artistique et de montrer comment un tube s'est créé ou comment un morceau s'est créé. C'est une opportunité que, tu vois, on peut pas avoir tous les 4 matins, se mettre en studio avec This Is, avec Pomme ou quiconque. On n'a pas trop l'opportunité de faire ça. Donc, moi, c'était un rêve pour moi de pouvoir créer cet écrin où on se met pendant 1h30 avec un artiste dans un studio et il nous montre comment il fait. Parce qu'on n'a pas accès à ça. Donc, il y a un truc vraiment de révéler une partie vraiment ignorée d'habitude et aussi juste créer un moment vraiment des effets satisfaisants, quoi. Quand la musique se met en forme et que ça devient ce que ça devient, c'est là où la magie opère et que c'est presque inexplicable, tu vois. Autant il y a des trucs techniques que t'expliques, autant il y a de l'inexplicable, il y a de la chance. Quand dans l'épisode de This Is, on ramène 3 beatmakers avec qui il a bossé, dont JMD qui a bossé dans les années 90. Franchement, je te dis la vérité, c'était dur de le laisser partir parce que c'était tellement intéressant tout ce qu'il racontait. Et ce mec, carrément, je me suis dit, mais il faut faire un format avec lui. Il faut qu'il nous parle pendant 3 heures du rap des années 90 parce que c'est des mecs, on a tellement à apprendre d'eux et surtout, ils ont... Tu vois, ils ont vécu des choses ils sont témoins de trucs qui n'ont pas été racontés. Ouais. Non, mais lui, il n'y avait pas de podcast à l'époque, il n'y avait pas d'émission. Donc, si lui, il ne raconte pas les trucs et qu'il ne nous les donne pas à nous, peut-être ça va mourir avec lui, tu vois. Rien que le fait qu'il dise qu'il il avait oublié le sample qu'il avait utilisé. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'il dit. Il a oublié le sample et il a dû rechercher pour retrouver la boucle. C'était, c'est trop intéressant. Tu te rends compte aussi que souvent, les grands succès, ça se fait de hasard, de bricolage, d'idées comme ça qui viennent et qu'il n'y a pas vraiment de recettes préétablies, tu vois. C'est ça que j'aime bien, c'est montrer l'envers du décor et surtout un peu comment vraiment la magie opère dans la musique, quoi. En tout cas, toutes les auditrices et auditeurs, je vous recommande cet épisode parce que en fait, cool. on est toujours là à essayer de trouver des nouveaux concepts et des nouveaux... Et puis là, en fait, c'est juste simple. C'est là, on n'a pas... T'as pas révolutionné quoi que ce soit, mais t'as ramené quelque chose qu'on n'avait pas. Carrément. Et même celle de Niro, j'ai trouvé qu'il était...
Ah, il était trop touchant. Il était trop touchant de ouf. La manière de parler de son amour du rap c'était trop impressionnant, même de le voir revenir sur toute sa carrière. Tu vois, il en avait besoin, j'ai l'impression, tu vois, mais il a parlé. Et, bref, c'était. Ouais. Et tu vois, du coup, moi, c'est ça. Tu m'as vu comme ça, évidemment, mais après, Adel Castillo, je connais pas du tout. Moi, tu vois, t'as dit tout à l'heure, je sais pas comment je fais pour louper cet artiste, mais moi, Adel Castillo, mais 100%. Ouais, moi, je la découvre il y a 3 mois. C'est normal. Puis je me dis, mais attends, mais. Et personne n'est obligé de tout écouter. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui me font confiance et ils savent que si je parle avec quelqu'un, c'est qu'il y a un truc intéressant à découvrir, tu vois. Même si tu vas pas kiffer la musique, c'est que j'ai quand même réussi à trouver quelque chose, donc ils me font confiance. Et franchement, ça, c'est un peu une satisfaction personnelle, tu vois. Je crois que ta review mensuelle d'Apple Music, elle est attendue. Elle est attendue. Tu sais, genre, ok, elle a écouté quoi ce mois? Franchement, j'ai grave des réactions. Des réactions à chaque fois. Mais pour tout te dire, je suis en train de, je sais pas quand sera diffusé cet épisode, mais je suis en train de créer un podcast perso. Ok, trop bien. Dans lequel je vais vraiment revenir un peu à ma première histoire, tu vois. Comment tout ça a commencé. C'est moi qui parle dans un micro des trucs que j'aime. Tu te racontes. Et je raconte surtout les trucs que j'écoute et pourquoi j'ai kiffé ça, tu vois. Et de manière très simple et sans concept et sans attente et sans rien du tout. Mais justement parce que je voyais que quand je partage les trucs en story que j'écoute, j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup de questions. Ah ouais, t'aimes ce truc-là? Et qu'est-ce que t'as pensé de ce truc-là? Et du coup, il me manque quand même aujourd'hui dans ce que je fais un espace où je suis totalement libre et je peux parler sans analyser forcément, mais juste en disant ce truc-là, j'arrête pas d'écouter. Ouais. Peut-être même des fois je vais vous dire j'ai pas d'explication de pourquoi j'aime ça, peut-être c'est nul, mais moi j'écoute que ça. Et en fait c'est un peu un journal de bord, tu vois, de ma passion, de comment mes attention les journaux de bord, faut pas les donner à Netflix après hein. C'est ça, c'est sûr. T'as la ref, ouais. Non, il n'y a rien de problématique. Non, mais tu vois, c'est même, tu vois, les goûts, ils sont censés évoluer. Ouais. Et moi, j'ai trop de tendresse pour les premiers podcasts aussi que j'ai écoutés. Ouais. Le premier podcast que j'enregistre, je crois, ça parle du 667. Ouais. Vraiment, c'est en 2019. Et voilà, on était 3 allumés dans une cave. Sans ambition aucune et tout. On se dit, ah putain, mais ces mecs-là, ils sont trop forts, faudrait qu'on fasse quelque chose dessus. Ok. On en parle, on fait un podcast et à la fin, on fait un tour de table. C'est quoi votre reco du moment? Ouais, moi, je vous parlais de Sola Lune. Et quand j'ai réécouté ça plus tard, je me suis dit, purée, en fait, aujourd'hui, 6 ans, 7 ans plus tard... sur quelque chose cette semaine, non? Ouais, c'est fou. Et il a fait un zénith. Ouais. Le 667, je t'en parle même pas. Voilà. Plus personne n'est présente aujourd'hui. Et en fait, j'ai trop de tendresse pour d'avoir cru en nous, tu vois. C'est satisfaisant de ouf. D'avoir cru en nos goûts. Et ça me rappelle, tu vois, c'est un peu un rappel quotidien aussi de dire que t'as pas besoin d'attendre que les gens disent « Ah, tu devrais faire ça ». Si tu kiffes le truc, parle-en parce que t'as forcément une raison pour laquelle t'as aimé ça, tu vois. Donc parle-en. Peut-être que ça parlera pas beaucoup, mais il y a des chances pour que ça parle, tu vois. Toi, tu as eu la chance que ça t'amène là. Ouais, tu vois, et que ça te donne raison. Et aussi que ça justifie juste... Moi, je kiffe faire ça, tu vois. Je kiffe l'exercice. Pour moi, c'est une raison suffisante, tu vois. Tant que tu causes de tort à personne, que tu dis pas des contre-vérités, je pense que tu as ta place et si tu prends du plaisir à le faire, tu le fais. Mais c'est important aussi de justement prendre... le chemin que tu as envie de prendre sans qu'on te dise il faudrait parler de ce truc-là, il faudrait créer un média ou quoi, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que là, ce nouveau format, je pense que c'est la tournure moins contraignante de Twitch pour toi. Parce que Twitch, tu vois, mais le problème, c'est que tu dois être là. C'est exactement ça, tu as tout compris. En fait, Twitch, c'était trop des belles années. Et je te dis pas que c'est fini, tu vois. Mais concrètement, aujourd'hui, j'ai des journées de fou. Ouais. Et je rentre chez moi le soir pour ma santé mentale aussi. Il faut que je débranche parce que sinon, j'arrête jamais. Et donc, Twitch était un peu demandant parce que tu peux pas faire un live de 45 minutes. Ça sert à rien. Tu sais, le temps que les gens arrivent, l'ambiance, elle se pose et tout. Et moi, mes meilleurs lives, ça dure 3, 4, 5 heures, tu vois. Et on n'a pas tout ce temps-là, heureusement. Mais tu vois, on a d'autres choses à faire. Mais du coup, c'est un peu exactement ça, l'alternative d'avoir des petits épisodes de 30 minutes, mais une fois par semaine,
J'écoute quoi en ce moment? Les gens, je sais qu'il y a des gens qui attendent ça leur fera plaisir, ça leur donnera des idées, ça leur recommandera des trucs, ça les confortera dans un truc et tout, ou juste passer un moment agréable, tu vois. Moi, je consomme énormément de podcasts, pas trop de podcasts qui parlent de musique spécifiquement, mais juste les gens que je trouve cool, qui parlent de choses et d'autres, hein. Ça peut être culture, mais autres aussi. Tu vois, dans mes trajets quotidiens et tout, ou même au taf pendant que je travaille et tout, je trouve ça agréable. Donc je me suis dit, en vrai, moi j'aime ça. Les gens me demandent de revenir sur Twitch ou de refaire des trucs. Je vais le faire et je vais essayer de m'y tenir. Mais là, je vais le faire dans une forme où justement c'est plus agréable. Tu vois, c'est juste moi, un micro, je parle. Et après, on plie bagage, tu vois. Et ça, tu vois, c'est posté, c'est en ligne et on passe à autre chose, tu vois. Magnifique. Bah écoute, on se réjouit de voir tout ça. Yes, carrément. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce qui te fait... T'as parlé de Jeune Morty? Ouais, Jeune Morty, j'adore. J'adore depuis quelques temps. J'avais beaucoup écouté En attendant Éponyme. Je crois que c'était ça. Après, il y a eu Éponyme. Je me souviens, j'ai pas... Moi, j'ai un souci, je me souviens pas des titres d'albums. Je suis pareil que toi, t'inquiète. Je suis vraiment pareil. Mais Jeune Morty, ça fait partie des artistes que j'aime beaucoup. Donc là, le dernier, Jeune Morty volume 1, je le trouve très réussi. Donc j'écoutais beaucoup ça. J'ai découvert aussi une artiste un peu particulière, Crime de Gouer, que j'aime beaucoup aussi. Waouh, quel nom! Ah ouais, si t'as jamais J'étais entendu... pas prêt. Ah bah, t'es vraiment pas prêt non plus pour la musique que cette personne fait. Et c'est très très particulier, justement, ce sera l'occasion d'en parler dans un podcast un peu en longueur pour le présenter, mais c'est complètement différent, c'est très étrange, et c'est ça qui m'a attirée. Je sais pas exactement pourquoi j'aime ça, enfin toutes les raisons pour lesquelles j'aime ce truc, mais je kiffe. Vraiment, je trouve ça trop bien, en tout cas c'est vraiment le produit de son époque, tu vois. Donc je trouve ça cool. Après, moi j'ai toujours mes valeurs sûres, j'ai mes rappeurs préférés. Okis, j'écoute toujours autant. Urde, c'est un rappeur que j'aime trop aussi, un rappeur qui est à Bruxelles aujourd'hui, que je trouve vraiment trop fort, qui a une poésie de fou et qui mêle rap, musique électronique. Voilà, aujourd'hui même, je trouve que c'est compliqué de vraiment définir d'enfermer en tout cas un artiste dans un seul genre. Et j'aime bien les artistes qui vont sur plein de terrains différents, qui expérimentent. C9, je te disais, le dernier 3 titres, je le trouve extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un peu mes valeurs sûres qui changent jamais. Et après, comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu dans le contraire du commun des mortels, c'est-à-dire je vais écouter des trucs ultra mainstream et découvrir et me prendre une tarte, tu vois, alors que j'ai jamais écouté ça. Donc Zara Larsson, dernièrement, son album, j'ai trop kiffé. Une artiste que j'écoute depuis très longtemps, que je prends trop de plaisir à kiffer, en dehors du rap, Pink Panthers. Mais c'est une dinguerie que tu me parles de ces deux artistes. Ah ouais? Parce que tout à l'heure, j'ai enregistré avec Farah, et en fait, je lui parlais du Montreux Jazz, on va parler du Montreux Jazz, puis il me disait, oh, il y a Zara Larsson, oh, il y a Pink Panthers, puis moi, j'étais là genre, je connais pas du tout. Tu devrais et les deux, et tu me cites les deux qui viennent au Montreux Jazz. C'est trop de la musique satisfaisante, ça. Tu vois, là, je suis pas dans mon terrain rap, j'ai pas d'attente autour du rap. C'est vraiment Pink Panthers. Je pense vraiment que c'est une des plus grandes artistes de cette époque-là, parce que elle a un talent extraordinaire de production, d'interprétation. Elle est extraordinaire. Zara Larsson, c'est particulier parce que c'est une artiste qui est là depuis très longtemps, mais son dernier album, il a complètement explosé. C'est très pop, hein. C'est vraiment pop, donc si t'es réfractaire à ça, ça peut être... Mais pas tant. Ok, mais franchement, moi, je te conseille, je l'ai vu en live, c'était extraordinaire. Et voilà, je pense que là, je suis dans une période où ce que je recherche, c'est de la musique expressive et satisfaisante, tu vois, dans le sens où... je dirais pas positif, c'est trop simple de dire positif, mais tu vois, un solaire. Truc, un peu solaire. Comme Jeune Morty, son dernier album, il est solaire, tu vois. Et il y a un truc un peu de fête, mais sans que ce soit de la fête un peu forcée. Tu vois, c'est pas des rythmiques. On n'a pas voulu faire le son qui va tourner absolument, tu vois, pas évident. Mais en vrai, c'est un peu Théodora qui a lancé cette énergie-là aussi dans mes goûts, en tout cas, de vouloir entendre de la musique vraiment joyeuse, dans un sens assez noble, tu vois. Pas légère, mais
libératrice un peu, tu vois. Je suis un peu dans cette musique-là. Je vois. C'est bien décrit quand même parce que je vois tout à fait le type de musique. On a mentionné le Montreux Jazz. Enfin, je l'ai fait. T'es venu l'année passée. C'était l'année passée ou il y a 2 ans? Non, c'était l'année dernière. Franchement, c'était un très très bon moment. J'ai trop kiffé. T'étais venu pour le boulot ou c'était... Nous, ouais, parce que j'étais venue avec Combini parce qu'on est partenaires. Ouais. C'est juste, bah oui, en fait. On est partenaires et du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait, moi, on est amené à couvrir énormément de festivals, mais souvent, j'envoie des équipes, tu vois, parce que moi, je reste souvent à Paris pour piloter ça depuis Paris. Mais de temps en temps, je me fais des petits kiffs, surtout pour découvrir soit des endroits que je connais pas, soit des festivals que je connais pas. Et là, en l'occurrence, je connaissais pas le Montreux Jazz Festival. Ouais, la Riviera, si jamais, c'est le plus bel endroit en Suisse, à mon avis. Il n'y a pas plus beau. La vue, le lac et les montagnes derrière, c'est irréel. Non, mais je te jure, j'en parle avec des gens autour de moi et je leur dis, mais vous savez, vous m'auriez pris pour une folle si vous m'aviez vu là-bas. Ouais. Je marche dans la rue, je regarde en l'air, j'ai pas de musique. Je suis comme dans un, je sais pas, comme dans un rêve, comme dans un film. Tout est calme, tout est propre, beau, les gens sont cool. Bon, je pense que ça, c'est pas du tout un descriptif précis de ce qu'ils vivent les gens, mais en tout cas, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, il se passe un truc un peu magique, un peu irréel. Et surtout quand tu sors de Paris, t'arrives là-bas. Ouais. T'es vraiment, je m'en rappelle vraiment, je me suis allongée dans l'herbe, j'ai fait une sieste et tout. Je fais jamais de la vie, je ferais ça ni à Paris, il t'est rien arrivé. Lyon, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est une détente qui est assez folle. Et en plus, la programmation musicale, elle est extraordinaire. Ouais, elle est folle. Elle est hyper qualitative. Moi, j'avais vu du coup Georgia Smith l'année dernière. Ah bah ouais. Okay. Ray, Théodora. Donc voilà, c'était la programmation, ils sont trop forts. Et cette année encore, j'y retourne. Ah ouais? Je vais y retourner et ça va être encore une fois extraordinaire. Ouais. Et j'ai trop hâte carrément. Ouais, ils ont fait des très belles soirées. En fait, ils ont l'art de nous surprendre. Pour moi, tu vois, la soirée Sacha Kibble, Tyla. J'ai envie d'y aller, tu vois, mais dans le sens où c'est pas les mêmes publics du tout, mais c'est les mêmes publics d'une certaine manière. Je trouve trop bien. Ils sont trop forts dans ils sont vrais. La curation, elle est extraordinaire au Montreux Jazz Festival. Et puis, quand tu entends Montreux Jazz Festival, tu peux avoir l'impression que c'est un truc un peu pompeux, un peu jazz pour les anciens. Pas du tout. C'est hyper jeune et c'est surtout, il y a le dénominateur commun, c'est un peu une excellence dans chaque domaine, tu vois. Rap, pop, jazz, mais il y a plein de trucs super populaires cette année. Il y a Aaron Boy, tu vois, il y a vraiment des trucs hyper variés. Ils n'ont pas peur d'aller dans des trucs totalement différents et pour que tu aies un peu plus de contexte, c'est vrai que c'est très élitiste parce que au final, les prix des billets et des concerts sont très chers, mais en fait, ils ont fait un truc qui est incroyable, c'est qu'il y a une énorme partie gratuite en fait. Oui. Donc tout le monde peut y aller. Il y a des concerts gratuits, il y a des stands, il y a des plateformes où il y a des concerts, DJ, etc. Donc en fait, c'est probablement l'un des festivals les plus élitistes du monde, mais en fait, qui a aussi le truc le plus gratuit. Parce que tous les autres festivals, tu dois payer ton entrée pour être dans la zone. Montreux Jazz, t'es dans la ville et t'es dans le festival en fait. Ouais, c'est trop bien. Donc, et en plus, le cadre est extraordinaire. Donc, même si t'es jamais venu en Suisse et que t'as rien à faire là-bas, c'est l'occasion pour découvrir irréel, la région. Ouais, franchement, Tu t'arrives pas à y croire. Grave. Bon, écoute, je te souhaite de passer un très bon MJF, un très bon jazz, comme on dit chez nous. C'est les 2 premières semaines de juillet. Sandra, on arrive à la fin. Ok, déjà. Bah ouais. On a bien parlé. T'inquiète pas. Avant qu'on termine, j'ai 2 questions pour toi. Du coup, la première, c'est ton son du moment. C'est un son de Urd, justement, et je vais pas déroger à ma réputation. C'est un artiste que peu connaissent, mais les vrais savent. Je vais dire, les vrais savent. Si t'aimes la musique, si t'aimes le rap, si t'aimes un peu justement découvrir des nouvelles choses, t'es tombé sur moi. Et donc, t'es tombé sur moi qui parle de Urd. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Très bien. Et il y a un morceau qui vient de sortir dans son dernier album qui s'appelle Sexy Red. Et franchement, c'est une très belle expression de ce qu'il sait faire. J'ai l'impression, à chaque fois que j'écoute Urd, ma définition la plus simple, c'est que c'est un artiste qui est comme un ami que tu vas retrouver
et dans un projet où il va te raconter ses dernières années, ses aventures, comment il traverse la vie et ses méandres, évidemment. Mais il y a un truc vraiment d'ami quand tu écoutes sa musique. C'est un mec trop attachant et trop cultivé et passionnant. Il produit aussi pas mal sa musique. Il est entouré de très belles personnes et personnes très talentueuses. Franchement, j'ai trop d'attachement pour sa musique. Et vraiment, quand je l'écoute, ça me fait un effet de « Ah, je suis avec un pote, là, tu vois. » Et donc, le morceau Sexy Red, il est à la fois, comme je te disais, un peu joyeux, léger, mais tout en ayant une exigence dans la production. Donc, je recommande ce morceau. Urd, Sexy Red. Urd, ça s'écrit comment ? URDE. Ah ouais, simplement. Tout simplement. Ok. La deuxième question, c'est si tu peux avoir 5 personnes à ta table pour manger, célébrité ou pas, vivante ou pas. Et j'ai eu des tables, vraiment, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une table qui va faire appel à mes origines lyonnaises. Ok. Il y aura Karim Benzema. Évidemment. Parce que je rêve de parler avec lui sans caméra, sans micro, sans rien, par contre. Ouais. Ben oui, évidemment. Juste pour avoir le pélo de Lyon. Parce qu'il est trop mystérieux en plus. Dès qu'il poste un truc, il y a une caption que tu n'arrives pas à comprendre. Il m'énerve. Non, mais dans le bon sens. Mais il m'énerve. J'aimerais savoir. C'est vraiment un ringard, mais comme on aime être à Lyon, tu vois. Ouais. Donc, je mettrais Karim Benzema. Puisque tu me donnes l'opportunité de ressusciter des gens, je mettrais Tupac. Pourquoi ? Ça va ensemble, hein. Ça va ensemble, merci de le dire. Pour comprendre pourquoi justement ce lien entre la West Coast et la ville de Lyon, et particulièrement Tupac et la ville de Lyon et Karim Benzema. Parce qu'il y a un lien d'âme entre toutes ces personnes, toutes ces choses. Après, je te dirais Théodora parce que je suis fascinée par elle, par ce qu'elle fait, par son talent, par sa personnalité. Mylène Farmer. La discussion Benzema-Mylène Farmer. Bah oui. Je veux la voir. Mais franchement, ça pourrait pas être extraordinaire. De ouf. J'ai envie de créer ce moment. Mylène Farmer, parce que trop mystérieuse et en même temps, c'est tellement un poids lourd. C'est un poids lourd de la musique. Mais elle revient, elle fait 10 stades de France. Ouais, mais elle n'est jamais partie. Elle est toujours là. Ouais. Et elle a trop influencé la musique. Et justement, le fait qu'elle ne s'est pas beaucoup exprimée, moi, j'aimerais parler avec elle. Et la 5e personne, c'est compliqué, mais je te dirais pareil, quelqu'un qui est parti dans des circonstances dramatiques. Lady Di. Waouh. Lady Di, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que tu as vécu dans la famille royale ? Pourquoi tu as pété un câble ? L'Égyptien, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait subir ? Est-ce qu'on a saboté ta voiture ou pas ? Je veux tout savoir. Et en fait, je me dis, ouais, ça, c'est une belle image de la pop culture que j'aime, tu vois. Incroyable. mais c'est fou parce que Benzema, à chaque fois qu'il fait des trucs mystiques, il y a du Tupac. Mais bien sûr. C'est genre, c'est ça. Il utilise la street cred de Tupac pour dire, je peux. Mais bien sûr. Je peux balancer à tout moment. Mais balance. Et vrai. Balance. Ouais, mais lui, il a déjà eu des problèmes. Balance plus trop. Reste sage. Mais je te jure que Tupac, pour le coup, c'est un des premiers albums que j'ai écouté. Ah ouais. Et mais trop bizarre. Vraiment, j'étais très jeune. Hein. J'étais en primaire. Mais je sais pas te dire comment c'est arrivé jusqu'à moi, mais c'est juste que c'était, tu vois, c'était... C'est pas logique. Enfin, c'est logique, mais c'est pas logique. Moi, c'est un peu, tu sais, aussi la culture de la ville dans laquelle tu grandis. Moi, j'écoutais beaucoup de funk aussi, parce qu'à Lyon, on écoute beaucoup de funk. Et on écoutait beaucoup de sons West Coast. Et du coup, je sais pas qui a mis ça dans ma tête, mais je me rappelle un souvenir très clair. J'étais chez ma copine Kaina, elle avait un ordinateur, elle avait YouTube et on avait mis l'album de Tupac, tu vois. Et on téléchargeait, je sais même pas si on y avait eu. Il n'y avait même pas YouTube. Non, on avait téléchargé l'album de Tupac et on l'écoutait comme ça et on regardait l'écran parce qu'à l'époque, l'ordinateur, c'était une activité à part entière, tu vois. Donc on regardait l'écran et on écoutait ça. Et je pense que c'est les bruits de la ville, tu vois. T'entends des noms comme ça et tu les écoutes. Et... Donc le lien d'âme avec Tupac, moi, j'aimerais discuter avec lui en vrai. C'est une très belle table. Ouais, vous mangez quoi ? Franchement, une pizza classique. Ouais. Populaire, accessible, ça plaît à tout le monde. Personne ne peut dire j'aime pas la pizza. Ouais, puis surtout la pizza, c'est vraiment une nourriture où tu continues à parler, tu sais, pendant que tu manges. Et on partage, chacun prend dans la pizza de l'autre et tout, c'est bien, c'est convivial. Donc Benzema, Mylène Farmer, Tupac, Théodora, les Didi. Ah, la Théodora, les Didi. Ça aussi. Théodora qui restylise les Didi. Ça pourrait être Je le vois incroyable. aussi.
le feat de fou. Incroyable. On arrive à la fin, mais avant, évidemment, je viens de Genève, je viens de Suisse et j'ai quelques cadeaux suisses pour toi. Arrête, trop bien. Alors, on va commencer par un de mes partenaires. T'aimes bien cuisiner ou pas ? Ouais, carrément. Alors, ça, c'est du sel pimenté. T'aimes bien le piment ? Ouais, carrément. Alors, c'est du sel pimenté LVDD. Trop bien. Pour toi, tu goûteras, tu me diras. Carrément, trop bien, merci beaucoup. Mais c'est un artisan suisse qui fait différents produits, des pâtes pimentées, des miels pimentés. Il a aussi Griot, qui est pas un fast-food. Attention. Qui fait des chicken burgers en bagel, donc c'est magnifique. Trop bien. Donc peut-être que... je vais grave goûter ça. Carrément. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai du café. Alors, les produits ne sont pas suisses, mais viennent de Suisse, les artisans. Okay. Là tu as du café. Tu bois du café ? Ouais, bah oui, à fond. Donc là, tu as du café qui vient... Celui-ci vient du Rwanda. Ok. Si je ne me trompe pas, c'est de l'Arabica, et donc il a été fait à plus de 2000 mètres. Attends, je peux jeter 1700 mètres d'altitude. C'est mis Arabica dessus ? Robusta. Arabica, ouais, c'est ça. Ouais, Arabica, ok. Ouais. Bon, d'habitude, Arabica, c'est près de 2000 mètres, mais bref. Il suffit de le moudre, ou bien, je sais pas si vous avez une machine on a ça. magnifique, donc tu goûteras. Trop bien. Et finalement, évidemment, est-ce que je dois répondre au cliché ? Oui. Moi, là, franchement, j'aurais été déçu. Si tu me ramènes des cadeaux, tu me ramènes pas de chocolat. Bah voilà, j'ai du chocolat, donc de praline chocolaterie à Neuchâtel. Et il y a eu... attends, je vais t'ouvrir l'autre. Ah non, c'est celui-là. Donc voilà pour toi. Je te laisse... Arrête. Ah, c'est trop stylé. Donc voilà, mais t'en as deux comme ça, tu sais c'est comme quand on mange des gâteaux avec une photo de nous dessus, on a du mal à manger la partie. Bah là, comme ça, t'en as deux. Ah, franchement, je suis trop contente. Bah avec plaisir. Génial, merci. Si t'aimes le chocolat, tu vas te mettre bien. J'aime trop le chocolat, t'es fou. Partage pas, hein. Non, c'est tout pour moi là. C'est tout pour toi, voilà. Merci beaucoup. Sandra, merci infiniment pour ton temps, pour les locaux. Merci à toi, franchement, avec plaisir. Et bonne suite, chef combiné, je sais pas, on verra, on monte. Hein. Écoute, on vise les sommets. Franchement, magnifique. À toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. C'était l'épisode 3 de la Paris Recording Week. On n'a pas encore terminé. Et voilà, on se voit au prochain épisode. Bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.